Commencer par souhaiter la bienvenue, en fait, à notre conférencier, Martin Gibert, et nos deux commentateurs, donc Yoshua Bengio et Nadia Saraeko, que je vais avoir la chance là, de présenter un peu plus en profondeur là, dans quelques minutes. Donc, écoutez, c'est notre deuxième conférence dans le cadre de cette série de conférences en éthique de l'IA, là, où on invite différents chercheurs dans le domaine à venir nous présenter leurs travaux. Je vais vous avouer qu'aujourd'hui, je suis quand même très content là, qu'on reçoive Martin Gibert, qui a publié un livre sur cette question-là, mais qui a aussi travaille là-dessus depuis quelques années, et avec qui, moi-même, personnellement, j'ai beaucoup travaillé. Donc, notre conférence du mois dernier, c'était avec notre première conférence de l'année, c'était avec John Danaher. Et donc, nous avons enregistré la conférence. La vidéo est en ligne maintenant sur le site de la série. Là, vous avez le lien un peu partout. Donc, vous pouvez le consulter. Et nous aurons donc une conférence de Carissa Félix, qui est associée à l'Université de Oxford le 3 décembre. Donc, je profite aussi de l'occasion pour vous dire, donc, comme vous avez pu vous en rendre compte probablement, nous enregistrons la rencontre d'aujourd'hui dans le but de la rendre accessible sur YouTube. Donc, d'abord, nous essayons de faire de ces rencontres quelque chose qui est le plus convivial et humain possible, là, malgré le fait que les circonstances nous forcent à organiser cet événement en ligne. Donc, je vous encourage quand même toutes et tous à garder votre vidéo ouverte. Fermez votre microphone, évidemment, mais gardez la vidéo ouverte. Ceci étant dit, si vous ne souhaitez pas être filmé ou enregistré, vous pouvez simplement fermer votre vidéo et à ce moment-là, on ne le retrouvera pas dans l'enregistrement final qui sera sur YouTube. I just want also to take maybe 1 minute to say welcome to everyone. So the event today with Martin Gibert will take place in French, as you may have noticed, but we will try to make this event as inclusive as possible. So if during the question time, I'll say a few things about that in 1 minute or two, but if during the question time you would like to ask a question in English and don't feel comfortable to ask your question in French, please feel free to do so. I know that Martin understands English very well, obviously, but if there is an issue, I can also translate your question in French for Martin or translate back his answer if need be. But in any case, you have the opportunity to participate to this event in English, even if most of the discussion will take place in French. OK, donc je repasse au français. Le plan pour aujourd'hui, donc c'est d'avoir la conférence de Martin. Ensuite, on aura les commentaires de Yoshua Bengio et de Nadia Saraeko. Ensuite, j'offrirai à Martin la possibilité de répondre à ces commentaires-là pendant quelques minutes. Et finalement, on passera ensuite à vos questions, aux questions du public. Si vous avez des questions sur la conférence principale de Martin ou vous voulez renchérir sur certains des points qui ont été soulevés par nos, excusez-moi, par nos commentateurs. Évidemment, je demanderai à tout le monde de garder votre micro fermé pour la durée de la conférence et simplement l'ouvrir au moment de poser une question si vous posez une question. Pour la période de questions, la manière dont on fonctionne habituellement, c'est que vous pouvez, si vous écrivez votre nom dans le chat, je vais vous donner la parole. Et si vous écrivez une question dans le chat, à ce moment-là, je poserai la question à votre place. OK, donc je pense que ça explique un peu, ça fait le tour de notre façon de procéder. Donc, laissez-moi peut-être dire quelques mots sur Martin Gibert pour commencer. Donc, Martin est chercheur en éthique de l'intelligence artificielle. En fait, il est affilié et au Centre de recherche en éthique là, de l'Université de Montréal et à IVADO, l'Institut de valorisation des données. Il a écrit et publié plusieurs livres. Le premier, L'imagination en morale, qui se basait sur sa thèse de doctorat, en fait, à l'Université de Montréal notamment. Avec Christine Tapolet, qui était notre commentatrice le mois dernier. Ensuite, elle a publié un autre livre, Voir son steak comme un animal mort, Véganisme et psychologie morale, et finalement, Faire la morale au robot, qui est le livre dont on va principalement discuter aujourd'hui. Il a aussi un blog intitulé La quatrième blessure, et c'est aussi un enseignant, en fait, qui a donné beaucoup de cours en éthique, notamment. Et donc, sa conférence aujourd'hui s'intitule « Comment faire la morale au robot ».
Mais évidemment, Martin, si était mieux parler de l'élection américaine, là, il n'y a pas de problème non plus. Si tu veux discuter des fines nuances là, de l'écart entre Biden et Trump dans l'Arizona et à savoir si cet écart-là va se maintenir, on peut faire ça. Si tu es comme moi, j'imagine que tu as passé beaucoup de temps là, dans les derniers jours à suivre les développements. Non, mais plus sérieusement, donc, écoute, je te donne la parole et puis je te dirais peut-être si tu veux prendre 30 à 45 minutes et ensuite on passera aux réponses des commentateurs. Ok, merci beaucoup Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre Faire la morale aux robots que j'ai publié en mai dernier chez Atelier 10 dans la petite collection qui est une collection grand public. Donc il y avait des contraintes, il fallait que ce soit un livre accessible. Là, je dirais que la question de base, c'était comment est-ce que les théories morales traditionnelles peuvent nous aider à programmer correctement des robots. Et quand je dis correctement, c'est à partir de standards moraux. Et avec un double objectif, à la fois de faire une sorte d'introduction générale à l'éthique destinée à tout le monde et en particulier aux programmeurs et aux programmeuses, et puis un objectif secondaire, on va dire, qui était de proposer une théorie originale, une idée originale, à savoir que l'éthique de la vertu, qui est une des trois grandes familles d'éthique en éthique normative, était non seulement c'était possible de fabriquer des robots à partir de l'éthique de la vertu, mais voire même que c'était qu'on avait de bonnes raisons de préférer faire ça. Alors, le livre se présente avec 7 chapitres. Je vais résumer très rapidement. Dans l'enfant ou le vieillard, j'introduis aux questions de dilemme. Qu'est-ce qu'une voiture autonome devrait faire entre sauver la vie d'un enfant ou d'un vieillard? Et puis ça permet d'introduire aux théories déontologiques et utilitaristes. Dans le deuxième chapitre, là, je m'intéresse plus à l'intelligence artificielle à partir d'Aristotle, qui est un robot conversationnel qui avait été développé par Mattel pour les enfants, puis qui a été retiré pour diverses raisons. Mais surtout, ça me permet de distinguer des grands types de théories en intelligence artificielle. Troisième chapitre, là, je présente les 3 théories morales à partir de trois formes. Voilà, qu'est-ce que ce serait un robot utilitariste, déontologique et vertueux? Dans le 4e chapitre, qui est un petit peu à part, je m'intéresse parce que là, quand je parle de faire de la morale aux robots, c'est des robots qui existent déjà ou qui vont exister à très court terme. Dans le 4e chapitre, je m'intéresse aux super-intelligences, qui est quelque chose de beaucoup plus spéculatif, qui a été développé, qui a été pas mal questionné, réfléchi par Nick Bostrom dans son livre du même nom. Mais ça nous donne quand même des indices sur comment faire la morale aux robots qui ne sont pas des super-intelligents. Le chapitre 5, Isaac et Ursula, donc Isaac c'est pour Isaac Asimov, Ursula pour Ursula Le Guin, deux écrivains de science-fiction qui se sont intéressés aux robots et aux questions éthiques, parce que dans la science-fiction, il y a beaucoup de questions éthiques qui sont soulevées. Ça me permet de parler des biais, puis il y a une petite surprise à la fin du chapitre que je ne vais pas révéler. Ensuite, métaéthique pour programmeuses. Donc, la métaéthique, c'est des questions un peu plus fondamentales que les questions normatives. Par exemple, est-ce qu'il existe, oui ou non, des vérités morales? Comment faire pour concilier les différentes intuitions qu'on a? Quel type de cohérence est-ce qu'on peut trouver? Donc, je présente certains enjeux métaéthiques, aussi des questions de perception morale qui, je vais revenir, je pense, sont importantes quand on cherche à fabriquer des robots qui se comportent de façon moralement acceptable. Et enfin, le dernier chapitre qui va plus être le sujet de la présentation d'aujourd'hui, faire des robots vertueux, où donc je défends la thèse que non seulement il serait possible de faire des robots en s'inspirant de l'éthique de la vertu, mais même que ces robots seraient préférables à des robots utilitaristes ou déontologistes.
Alors, le sous-titre du livre, c'est une introduction à l'éthique des algorithmes. Qu'est-ce que j'appelle l'éthique des algorithmes? Une définition que je propose, c'est l'ensemble des questions morales qui se posent lors de la programmation d'un système d'intelligence artificielle. Et en fait, cette éthique des algorithmes, c'est un sous-ensemble de l'éthique de la technologie, qui en gros est toutes les questions éthiques autour de la technologie. Donc, qu'est-ce qu'il est bon, juste ou vertueux de faire avec telle ou telle technologie. On peut distinguer, j'ai distingué d'autres sous-ensembles. Bon, par exemple, si on prend Google Search. Donc, les gens qui doivent programmer Google Search chez Google, ils se posent nécessairement des questions en éthique des algorithmes parce qu'ils doivent prendre des décisions sur qu'est-ce qui va se passer quand on cherche gorille dans Google Images, ou qu'est-ce qui se passe quand on cherche CEO, chef d'entreprise dans Google Images. Okay. Et j'en parle parce qu'il y a eu des changements. Bon, il y avait des problèmes avec gorille, une erreur. CEO, c'est pas qu'il y avait une erreur en tant que telle, mais ils ont décidé de changer pour qu'on ait plus simplement des hommes blancs en cravate quand on cherche des images de chefs d'entreprise, mais qu'il y ait un peu plus de diversité. Donc, c'est des décisions en éthique des algorithmes. Lesbienne, ça c'était dans pas Google Images, mais Google Sémantique, où avant, quand on cherchait lesbienne, c'était des sites érotiques destinés aux hétéros qui apparaissaient. Maintenant, en tout cas dans le Google France, c'est de l'information sur le lesbianisme qui n'est pas relié à des enjeux, à des questions de pornographie. Donc voilà des questions d'éthique des algorithmes, là, avec l'exemple de Google. L'éthique des algorithmes, je le vois comme un sous-ensemble de l'éthique de l'IA. L'éthique de l'IA, donc c'est tout ce qui concerne l'IA, mais pas directement la programmation, un peu plus général. Donc par exemple, si on se demande, il y a beaucoup de débats, est-ce qu'on devrait est-ce qu'on devrait bannir ou non les robots sexuels? Ça, on pourrait, robots sexuels qui auraient de l'IA, par exemple, qui pourraient converser avec les utilisateurs et les utilisatrices. Donc là, quand on dit est-ce que telle technologie est-ce qu'il faut promouvoir ou pas telle technologie, avec de l'IA, on serait dans l'éthique de l'IA. Maintenant, si on prend un autre exemple, une application de rencontre dans laquelle il n'y a pas nécessairement d'intelligence artificielle, mais qui met en relation des personnes qui cherchent des rencontres, ça peut poser des questions éthiques. En tout cas, ça transforme un peu la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Donc là, je dirais qu'on est encore dans un niveau supérieur, en tout cas différent, qui est l'éthique du numérique ou l'éthique de l'information. Et enfin, pour prendre un exemple en éthique de la technologie, voilà, si je fabrique des armes à feu, est-ce que c'est bien ou pas de fabriquer des armes à feu? Quel type d'armes à feu? Là, c'est des questions d'éthique de la technologie. La question, un dernier exemple, là pour le coup, en éthique des algorithmes, quand on doit programmer un agent conversationnel, comme c'était le cas du Aristotle de Mattel, bon, il faut penser à tout un tas de scénarios. Par exemple, si un enfant demande à l'agent conversationnel est-ce que le Père Noël existe, ça pose des questions d'éthique des algorithmes parce qu'il faut trouver une réponse appropriée au niveau de la programmation. Alors, ça, c'était donc pour introduire aux différents domaines et sous-domaines et spécifier ce qu'est l'éthique des algorithmes. Donc maintenant, on va rester dans l'éthique des algorithmes. On pourrait dire que la question de base, et qui est une grosse question que je prétends simplement avoir effleurée dans le petit livre, mais en gros, c'est comment traduire des principes moraux en code informatique. C'est ce transfert-là qui va nous importer. Et on peut déjà noter que donc c'est une question qui, d'une certaine façon, met en relation les ingénieurs et les philosophes moraux. Et c'est des types de professions où le rapport à ce qu'est un problème est très différent. Un ingénieur, il va chercher à résoudre le problème.
Un philosophe, c'est beaucoup moins clair. Le philosophe, il va chercher à contempler le problème, voire à le complexifier. Donc, faire des robots, faire la morale aux robots, c'est mettre en relation ces deux, et il y a forcément des tensions. Ce qui est requis pour les programmeurs et les programmeuses, c'est qu'ils vont avoir besoin de règles extrêmement précises et non ambiguës pour, justement, de règles morales non ambiguës et précises pour les traduire en code informatique. De ce point de vue-là, je dirais qu'il y a probablement une affinité entre la philosophie analytique qui aime les choses précises et non ambiguës. Donc, entre la philosophie analytique et puis ses réflexions sur en éthique des algorithmes, plutôt qu'avec la philosophie continentale qui est plus à l'aise dans les choses pas forcément précises et très à l'aise avec l'ambiguïté aussi. Donc, l'éthique des algorithmes est sans doute plus proche de la philo-analytique. Des exemples, d'autres exemples de questions qui se posent en éthique des algorithmes et qui, pour le coup, peuvent être très pointus. Par exemple, si j'ai un algorithme de précision, de prédiction ou de décision, est-ce que je dois minimiser les faux positifs ou minimiser les faux négatifs? Si on prend une application anti-Covid, minimiser les faux positifs, c'est minimiser le fait que quand on me dit qu'on me dise à tort que j'ai le Covid, que j'ai la Covid, alors que non. Minimiser les faux négatifs, ça serait que on me dit que je n'ai pas la Covid, alors que en fait je l'ai. Alors dans le cas d'une application anti-Covid, on voit que c'est quand même plus important de minimiser les faux négatifs probablement que les faux positifs, mais ça dépend de chaque application, et c'est des questions assez pointues, assez précises. Éthique des algorithmes. Même chose pour les enjeux de discrimination, d'inégalité. Il y a des situations où les ingénieurs, les programmeurs, les programmeuses doivent choisir entre minimiser les inégalités entre les groupes ou entre les individus, parce que ça va donner des résultats différents selon qu'on choisit l'un ou l'autre. Une autre question qui est récurrente en éthique des algorithmes, ça serait celle de savoir quelle option par défaut on met dans une application. Parce qu'on sait qu'en général, les gens conservent l'option par défaut qu'il y a. Et donc, l'option par défaut va avoir une certaine influence et ça peut faire des changements importants. Alors, je disais, sur quelle théorie morale est-ce qu'on peut s'appuyer pour programmer des robots, programmer moralement des robots? Donc, dans la tradition analytique, on a trois grandes théories. Qu'est-ce que ça donnerait un robot déontologiste? Alors, si on simplifie, mais un robot déontologiste, il choisira l'action qui respecte des règles, puisque le déontologisme consiste à dire la bonne action, c'est celle qui se conforme à certaines règles morales. Déon, ça veut dire le devoir en grec. Une difficulté avec cette approche, c'est que ça supposerait qu'on ait une cartographie exacte de l'ensemble des règles morales que doivent respecter les robots, et puis non seulement une cartographie de l'ensemble des règles morales, mais de leur hiérarchie, parce que parfois les règles morales arrivent en conflit, et ça malheureusement on l'a pas. Il y a pas de, il peut y avoir des propositions, mais on est très très loin en éthique d'avoir pensé à tout et d'avoir hiérarchisé toutes les règles et les sous-règles. Donc ça paraît un projet extrêmement difficile de construire de ce point de vue un robot déontologiste. Un robot utilitariste, pour sa part, lui, il va se conformer à l'éthique utilitariste et il va choisir l'action qui a les meilleures conséquences globales. Ici, la difficulté, c'est précisément d'anticiper ces conséquences, de pondérer correctement ces conséquences. Bon, c'est des difficultés qui existent aussi pour les utilitaristes qui ne sont pas des robots, les utilitaristes humains, mais on le retrouverait avec un robot utilitariste.
Le robot vertueux, lui, il va encore adopter une autre stratégie, donc pas se conformer à des règles comme le déontologiste, pas chercher à maximiser le bien-être comme l'utilitariste, mais il va choisir l'action qu'aurait choisi une bonne personne. Alors, quand je dis robot vertueux, évidemment, il faut le mettre entre guillemets, parce que la théorie de la vertu, quand on parle de vertu, en général, on parle de vertu humaine, puis la théorie de l'éthique des vertus, elle insiste beaucoup sur des dimensions d'épanouissement humain, c'est une théorie assez téléologique, donc il faut essayer de devenir une bonne personne, mais il y a vraiment cette idée d'épanouissement qui n'a pas de sens pour un robot. En revanche, un robot peut parfaitement adopter la définition de l'action correcte établie par l'éthique des vertus. Et c'est cet élément qui, me semble-t-il, est crucial ici. Donc, quelle est la définition de l'action correcte pour l'éthique de la vertu? J'emprunte celle de Rosalind Hursthouse, l'éthique de la vertu, ça vient d'Aristote, là, mais je n'avais pas de photo d'Aristote. Puis Rosalind Hursthouse est plus précise qu'Aristote dans les définitions. Donc, elle dit ceci: une action est correcte, et là, ça traduit le right anglais, si et seulement si c'est ce qu'un agent vertueux ferait en agissant selon son caractère, à partir de son caractère, dans des circonstances similaires. Et la thèse que je défends dans le livre, et puis aussi dans un article sur lequel je travaille en ce moment, c'est que cette approche arétaïque, c'est le mot savant pour vertu, éthique de la vertu, cette approche arétaïque est préférable à l'approche déontologiste et à l'approche utilitariste. Alors, un élément important aussi, c'est de voir qu'on peut essayer de matcher, ou en tout cas de voir des affinités entre les techniques d'intelligence artificielle et les théories morales. Historiquement, la première technique qui a un peu marché en intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts, où ça fonctionne beaucoup par des règles que suivent les machines. Donc, un exemple une illustration de ça, si vous êtes dans un jeu vidéo avec des personnages non-joueurs qui font un certain nombre d'actions, mettons, qui vous attaquent si ils sentent que vous êtes moins nombreux, ou qui s'enfuient si vous sentent que vous êtes plus fort, c'est programmé à partir de règles. Donc, c'est ça qu'on appelle un système expert. On pourrait penser que tout est toujours programmé à partir de règles, mais ce n'est pas le cas, comme on va le voir avec d'autres techniques liées à l'apprentissage. En tout cas, ces systèmes experts en IA, on peut tout à fait y voir une affinité avec le déontologisme. En fait, une des premières expériences, une des premières tentatives de faire la morale au robot, qui a été fait par Suzanne et Michael Anderson. Donc, c'est un couple. Elle est philosophe et lui, il est ingénieur. Et dans les années 2000, là, ils ont commencé à essayer de programmer un robot. Alors, c'était un truc hyper simple avec 3 règles, mais déjà, il fallait hiérarchiser les 3 règles. Et ils s'inspiraient explicitement de l'éthique déontologiste, notamment David Ross, qui a proposé des choses dans ce domaine-là. Deuxième technique d'IA, donc là on passe aux techniques en apprentissage automatique, qui est l'apprentissage par renforcement. Donc là, l'idée de l'apprentissage par renforcement, c'est un peu comme avec un enfant ou un bébé chat. Quand il fait quelque chose de positif, on lui donne une récompense, on lui donne une minouche pour le bébé chat. Et ça renforce sa façon d'agir et il apprend. Dans le cas des systèmes d'intelligence artificielle, AlphaGo, par exemple, a été, donc, qui est le système de Go qui a battu il y a quelques années le meilleur joueur de Go mondial, a été fabriqué en utilisant de l'apprentissage par renforcement. En particulier, le système jouait plein de batailles de jeux de Go contre lui-même.
Et quand il gagnait, on n'avait pas besoin de lui donner une minouche, on lui donnait un +1, quelque chose comme ça, quelque part dans l'algorithme. Et à force, il est devenu très, 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 très fort. Là, on peut y voir une affinité entre l'apprentissage par renforcement et l'utilitarisme. Parce qu'il y a cette idée qu'il y a un objectif à atteindre. Donc, dans l'utilitarisme, c'est maximiser le bien-être général. Au jeu de Go, c'est gagner la partie. Et qu'on va pouvoir essayer de mesurer les écarts par rapport à cet objectif et ainsi faire apprendre à la machine un certain nombre de choses. Pour ce type de robots utilitaristes qui utilisent l'apprentissage par renforcement, j'en parle pas dans le livre parce que je l'ai lu après, mais le dernier livre de Stuart Russell, qui est un chercheur en IA, qui s'appelle Human Compatible, explore cette voie. En gros, il propose de faire des robots à partir d'apprentissage par renforcement inversé, qui est un peu la même chose, mais pour identifier les préférences des humains et puis ensuite introduire ça dans des systèmes d'IA. Et puis enfin, troisième technique d'IA, l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est ce dont on entend le plus parler. On entend beaucoup parler d'apprentissage profond. L'apprentissage profond, il est transversal. On peut l'utiliser avec l'apprentissage par renforcement ou l'apprentissage supervisé. Mais en gros, ce qui marche beaucoup depuis quelques années, c'est un mix d'apprentissage supervisé avec de l'apprentissage profond. Et c'est ça qui permet notamment la reconnaissance d'images. En 2012, il y a eu un grand concours de reconnaissance d'images. Puis là, les modèles d'IA qui fonctionnaient avec de l'apprentissage supervisé sont devenus très, très bons à identifier alors chien, chat, voiture, pas voiture. Et on peut voir… Donc, l'apprentissage supervisé, oui, l'idée, c'est pas du renforcement par rapport à un objectif, c'est un apprentissage à partir d'exemples. Donc, on donne plein d'exemples de chats en disant ça c'est chat, de chiens en disant ça c'est des chiens. Et le système apprend à partir de ces exemples. Et on peut voir là une affinité avec l'éthique des vertus, parce que dans l'éthique des vertus, comme je le disais tantôt, il y a cette idée que la bonne chose à faire, c'est finalement de prendre exemple sur une personne vertueuse ou sur plusieurs personnes vertueuses. Donc, c'est cette affinité entre l'apprentissage supervisé et l'éthique des vertus que j'utilise dans le dernier chapitre du bouquin. Alors, robot vertueux, comment est-ce qu'on peut penser à un robot vertueux et de quoi je parle? En ingénierie, puis aussi en IA, ce n'est pas un concept que je connaissais, c'est un terme que je connaissais, mais j'ai découvert ça depuis quelque temps. On parle beaucoup de preuve de concept. Donc, une preuve de concept, c'est par exemple faire un prototype qui va montrer qu'une idée est réalisable. Et d'une certaine façon, ce que je propose ici, c'est de transférer cette notion d'ingénierie à l'éthique. Et en disant, en éthique, une preuve de concept, c'est montrer qu'un programme ou une expérience de pensée est réalisable. Donc, ce que je fais faire avec en vous parlant de robots vertueux, c'est essayer de proposer une preuve de concept selon laquelle il est possible de réaliser des robots vertueux. Comme je disais tantôt, l'idée de base, c'est d'utiliser l'apprentissage supervisé, éventuellement d'autres choses, mais en particulier l'apprentissage supervisé pour que les robots réagissent ou agissent comme le feraient des personnes vertueuses. Alors, il y a évidemment des limitations à ce modèle. Une limitation à laquelle on peut penser, c'est que du coup, ces robots vertueux ne pourront pas, ou cette approche par les robots vertueux va pas pouvoir statuer sur des enjeux qui sont si précis ou si techniques
qui dépasse les compétences des personnes vertueuses. Je parlais tout à l'heure de voilà, est-ce qu'on minimise les faux négatifs, les faux positifs? Est-ce qu'on s'intéresse à l'égalité entre les groupes ou entre les individus? Ben, il se pourrait que Jésus, supposons que Jésus est un exemple de personne vertueuse, il se pourrait que Jésus n'aurait pas eu d'idée là-dessus. Donc, ça introduit une imitation. En revanche, il y a plein de choses, plein de situations dans lesquelles une personne vertueuse va pouvoir agir typiquement selon son caractère, selon sa vertu. Donc, pour développer cette preuve de concept, je propose 3 étapes faciles. C'est évidemment ironique, c'est loin d'être facile, mais en tout cas, on peut le diviser en 3 étapes. La première, souvent les gens tiquent sur celle-ci, alors qu'elle, moi, elle ne me semble pas si inconcevable, mais la première idée, c'est de construire une base de personnes vertueuses puisqu'ils vont servir à entraîner nos robots. Alors, pour construire une base de personnes vertueuses, on doit quand même accepter un certain nombre de choses et tout le monde ne serait pas d'accord avec ça. En particulier, il y a ce qu'on appelle le situationnisme moral en éthique, qui est une théorie qui dit que en fait, les vertus des gens n'expliquent absolument pas leur comportement, que c'est un concept un peu inutile et erroné, que ce qui explique le comportement des gens, c'est la situation dans laquelle ils sont. Alors, il y a des réponses à ça, il y a beaucoup de débats, de littérature sur ce sujet. Alors, contre ça, si on accepte le situationnisme moral, les robots vertueux n'existent pas, là, parce qu'il n'y a pas de personnes vertueuses. Donc, contre ça, il faut admettre d'une part que les vertus existent, c'est-à-dire que oui, il existe des dispositions à agir, à ressentir, selon, mettons, honnêtement, justement, gentiment. Donc, les vertus existent. Certaines personnes sont plus vertueuses que d'autres, puisque je vous rappelle qu'on va chercher à identifier une base de personnes vertueuses pour entraîner nos robots. Ici, une précision, on pourrait avoir tendance à confondre vertueux et expert ou expert moral. C'est pas tout à fait la même chose. Si on cherche des personnes vertueuses, par exemple, c'est pas nécessairement une bonne idée d'aller attraper tous les profs d'éthique, qui sont des experts, les profs d'éthique, mais qui sont pas nécessairement vertueux. Dans la notion de personnes vertueuses, il y a beaucoup des choses qui sont de l'ordre des émotions, par exemple, qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle le système 1 en sciences cognitives. Donc, en tout cas, attention à pas nécessairement confondre la vertu et puis l'expertise morale. Ça peut se recouper, souvent ça se recoupe, mais c'est pas nécessaire. Donc, on accepte que les vertus existent, que certaines personnes sont plus vertueuses que d'autres, et puis on n'admet pas, mais on cherche des techniques pour identifier de façon assez fiable, par exemple, le 10% des personnes les plus vertueuses ou le 1%, bon, peu importe les chiffres. Alors, c'est là que les gens disent comment est-ce qu'on va faire, quelle méthode utiliser. Bon, j'ai pas de réponse précise et magique, mais j'ai comme une intuition, c'est que on pourrait utiliser l'intelligence collective. C'est-à-dire, en gros, demander à tout le monde, selon vous, autour de vous, qui est une personne vertueuse, à qui vous feriez confiance pour prendre des décisions moralement délicates. Et on pourrait aussi demander, OK, puis quel est votre degré de certitude que cette personne que vous connaissez bien est vertueuse, et par recoupement, arriver à identifier un 10%. Bon, je ne dis pas que ça serait simple à faire, mais passer par l'intelligence collective pourrait être une solution. D'où ça vient cette idée d'intelligence collective? En fait, c'est un statisticien anglais en 1907 qui avait découvert, donc c'est dans des foires agricoles, où il y avait un jeu où on met un bœuf, et puis celui qui devine le poids exact du bœuf gagne le bœuf. Et donc, les gens font des paris, et Galton avait rassemblé tous les paris, et s'était rendu compte que la médiane, donc ce qui coupe en deux les paris trop élevés et les paris trop bas, était
presque exactement le poids idéal le vrai poids du bœuf. Donc, individuellement, les gens ne sont pas forcément très bons pour identifier le poids du bœuf, mais collectivement, en introduisant un peu de statistiques, on peut arriver à des résultats hyper fiables. Donc, on pourrait espérer que ça puisse se transférer aussi dans l'identification des personnes vertueuses. Mais évidemment, je suis ouvert à d'autres procédés pour constituer la base de personnes vertueuses. Deuxième étape après cette première, il va s'agir de collecter les données moralement pertinentes. Donc, on a nos personnes vertueuses et on veut savoir, on veut recueillir des données pour entraîner des robots. Première idée, on peut faire passer des tests tout simplement à ces modèles de vertu. Donc, dans le livre, je parle beaucoup du dilemme enfant-vieillard. Voilà. Supposons une voiture autonome qui est face à un accident inéluctable. Simplement, elle doit choisir entre tourner à gauche et écraser un enfant et tourner à droite et écraser un vieillard. Alors là, entre parenthèses, ce n'est pas une question qui se pose quand c'est un conducteur humain dans une voiture, parce que c'est simplement le réflexe qui va déterminer si on tourne à gauche ou à droite. En revanche, avec une voiture autonome, on a la possibilité d'anticiper ça et de programmer d'une certaine façon la voiture d'une certaine manière pour qu'elle tourne à gauche ou à droite. Et évidemment, on va aller chercher à la programmer en fonction de standards moraux. Donc là, on pourrait demander aux personnes vertueuses, à leur avis, est-ce qu'il faut écraser l'enfant, le vieillard ou tirer au sort? C'est comme les trois options. Donc ça, c'est un test, un genre de sondage. On pourrait aussi faire des choses du type de récolter les réactions de ces personnes à des blagues sexistes ou des blagues racistes. Voilà. Est-ce qu'une blague un tout petit peu sexiste, quel type de blague fait rire nos personnes vertueuses? Comment est-ce qu'elles réagissent? Et là, on aurait plus accès à une dimension émotionnelle des personnes vertueuses. Autre possibilité que je n'avais pas considérée dans le livre parce que le GPT-3 n'était pas encore... je n'avais pas entendu parler de ce modèle de langage. Donc, c'est un modèle qui a été développé par OpenAI qui est très, très performant, qui arrive à créer du texte. Donc là encore, on est dans l'apprentissage supervisé. On a donné beaucoup de textes à lire à ce modèle de langage statistique. Puis après, c'est une sorte d'auto-complete où il va remplir les trous par lui-même. Et ça donne des résultats, en particulier sur les textes courts, qui sont très, très impressionnants. Donc là, l'idée que je caresse depuis quelques semaines, et puis ça pourrait devenir, s'il y a des gens qui sont intéressés à développer un projet de recherche là-dessus, contactez-moi, ça pourrait tout à fait m'intéresser. C'est qu'est-ce que ça donnerait, puis je serais curieux de connaître l'opinion de personnes qui sont vraiment dans le domaine, mais qu'est-ce que ça pourrait donner d'entraîner un tel modèle de langage statistique avec, mettons, les communications de nos personnes vertueuses. Est-ce que si on veut entraîner est-ce que si on entraîne un chatbot à partir des communications de personnes vertueuses, il va avoir un peu plus de tact, il va se comporter un peu comme une personne vertueuse répondrait à des interactions avec des gens. Bon, c'est vraiment une hypothèse, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais c'est sans doute quelque chose à creuser. En tout cas, ici, ce qui serait pertinent du point de vue des données moralement, des données qu'on collecte, c'est les communications. On peut aussi essayer d'identifier les comportements de nos personnes vertueuses, en particulier, peut-être que en fait, on prend des mini-décisions éthiques tous les jours. Quand on est face à des micro-dilemmes, est-ce que je laisse ou pas passer cette personne? Qu'est-ce que je réponds ou pas à cette question? Peut-être qu'en espionnant d'une certaine façon nos personnes vertueuses pour voir comment elles se comportent, là encore, on pourrait recueillir des données moralement pertinentes.
Alors, autant, faire des tests est facile à faire, autant communication et comportement, là, on entre dans des domaines plus nouveaux, où on ne sait pas trop où on s'en va. Évidemment, et puis, j'ai mis autre point d'interrogation parce que c'est clairement pas clos et on peut sans doute imaginer découvrir d'autres façons d'importer des données moralement pertinentes. Puis, troisième étape, donc une fois qu'on a nos données moralement pertinentes, ben, il faut implémenter ça dans un algorithme de décision, donc dans notre robot vertueux, si on veut. Et évidemment, cette troisième étape de l'implémentation, elle va dépendre du type de robot ou de système d'IA qu'on considère. Il n'y a pas une solution qui fitterait pour tout. Là, je vais me concentrer sur de nouveau l'exemple des voitures autonomes. Donc, il y a eu une grosse étude qui a été publiée en 2019 par Jean-François Bonnefond et ses collègues où ils ont fait des tests comme celui que vous voyez sur l'image à droite. Donc, c'est une étude de psychologie morale, c'est-à-dire qu'ils ont demandé aux gens, ben, dans tel type de situation, qu'est-ce que, selon vous, la voiture autonome devrait faire? Donc là, c'est comme écraser les 3 vieillards qui passent sur les passages protégés ou tourner sur un obstacle. Et donc, dans un cas, on a trois morts qui sont les vieillards. Dans l'autre cas, on a 3 morts qui sont les utilisateurs de la voiture autonome. Puis bon, ils ont eu des résultats, puis c'est intéressant, et j'en parle dans le livre, il y a des différences selon les régions. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est si on voulait donc programmer une voiture pour savoir quelle est la bonne chose à faire entre épargner un enfant et puis épargner un vieillard, par exemple, ben on pourrait imaginer, très probablement, toutes les personnes vertueuses de la Terre n'auraient pas la même intuition. Sans doute que ça pourrait dépendre un peu aussi de la région dans laquelle ils vivent. Mais supposons que 20% des personnes considèrent qu'il faut épargner le vieillard, 30% considèrent qu'il faut tirer au sort parce qu'on n'a pas de bonne raison de choisir l'un ou l'autre. Et puis, supposons que 50% des personnes vertueuses pensent qu'il faut épargner l'enfant. Donc là, la question, à partir de ces données-là, comment ça se traduit dans une implémentation dans un robot, dans un algorithme de décision? Il y a plusieurs options sont possibles. Une première serait tout simplement de dire, il y a 50% des gens sont pro-enfants, donc on va faire des voitures qui systématiquement sauveront les enfants. Là, il y a un petit côté dictature de la majorité. Si vous pensez aux élections américaines, vous voyez qu'on peut faire plein on peut faire plein de combinaisons. On peut imaginer des grands électeurs des États et puis on peut demander à recompter ce genre de choses. Mais pour revenir à nos robots, donc robot option majoritaire, ceux qui arrivent en premier l'emportent d'une certaine façon. On pourrait aussi imaginer ce que j'appelle construction proportionnelle. Donc, construire 20% de voitures autonomes qui seraient pro-vieillard, 30% qui tireraient au sort et 50% qui seraient pro-enfant. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que quand j'achète une voiture, je sais quelle est en gros la personnalité morale de ma voiture, ou est-ce que c'est distribué au hasard? Et puis, il y a il y a sans doute d'autres options, mais moi, l'option qui me semble la plus intéressante, c'est ce que j'appelle le tirage au sort proportionnel. Ben là, c'est que la voiture tire au sort à chaque fois que l'occasion se présente. Et donc, en gros, un enfant aurait 50% de chances de s'en sortir, un vieillard 20%, et puis dans 30% des cas, on tirerait au sort de nouveau. Et donc ça c'est un exemple pour vous montrer comment c'est techniquement possible de transférer nos données moralement pertinentes, en l'occurrence, qu'est-ce que pensent des personnes vertueuses,
dans un algorithme de décision. Alors maintenant, j'arrive presque au bout, je vais donner quelques arguments pour préférer les robots vertueux. En gros, la première partie de la preuve de concept, c'est de dire c'est possible de faire des robots vertueux, de les programmer, même si c'est compliqué, mais c'est possible. Là, la deuxième partie, ce que je veux argumenter, c'est que c'est préférable d'avoir des robots vertueux plutôt que des robots déontologistes ou utilitaristes. Donc là, c'est un tableau qui est dans le livre qui résume un peu les trois approches. Donc, définition du bon robot, le robot déontologiste, il respecte des règles ou des normes. Le robot utilitariste, il promeut le bien-être. Le robot vertueux, il agit comme agirait une personne vertueuse. Type de normativité, pour le robot déontologiste et utilitariste, les deux sont directs parce qu'on programme directement respecter les normes ou promeut le bien-être, alors que dans le cas du robot vertueux, on a une normativité indirecte parce que la définition ne nous dit pas « fais ceci », elle nous dit « fais ce que ferait une bonne personne ». Fait ce que ferait une personne vertueuse. Donc, il y a une médiation et donc on doit parler de normativité indirecte dans ce cas-ci. Pour résoudre des dilemmes, le robot déontologiste, il essaye de trouver un équilibre entre les différentes normes, à les hiérarchiser, des choses comme ça. Le robot utilitariste, il calcule le bien-être global de l'action A, de l'action B, puis il fait celle qui maximise. Pour le robot vertueux, il demande aux vertueuses, aux personnes vertueuses, comment selon elles, il faudrait se comporter. Programmation centrée sur l'action pour le déontologisme, sur les conséquences de l'action pour l'utilitarisme, et centrée sur l'agent dans le cas de l'éthique de la vertu. Puis enfin, il y a ces affinités que j'avais évoquées tout à l'heure entre les systèmes experts et le déontologisme, l'apprentissage par renforcement et l'utilitarisme et l'apprentissage supervisé et l'éthique de la vertu. Donc maintenant, c'est ma dernière diapo, quels sont les arguments en faveur de l'approche arétaïque. Donc, je disais, c'est le mot savant pour éthique de la vertu ou pour vertu. Première idée, c'est que le robot vertueux, il favorise le consensus normatif. Pourquoi? Parce que, comme il est indirect, comme il dit, la bonne action, c'est celle que ferait une personne vertueuse. On peut tout à fait imaginer que la personne vertueuse, de temps en temps, agirait en fonction de critères utilitaristes, parfois agirait en fonction de critères déontologistes. Et le robot vertueux est tout à fait capable d'accommoder ça. Donc, si on est utilitariste ou conséquentiel ou déontologiste, alors évidemment, on devrait choisir son propre robot, celui qui est le plus fidèle à sa théorie, mais en deux, on devrait choisir le robot vertueux parce que, de temps en temps, en fait, il y a un vrai conflit en éthique entre conséquentialisme et non-conséquentialisme, entre utilitarisme et puis déontologisme. Et d'une certaine façon, l'éthique de la vertu se situe un peu en marge de ces débats. Et c'est ce qui lui donne un pouvoir d'être conciliant, cette idée de consensus. Deuxième argument, deuxième idée, c'est que l'approche par l'éthique de la vertu, elle évite le risque de figer la moralité pour les générations futures, puisqu'elle s'appuie sur une normativité indirecte. Ça, c'est une idée que j'emprunte à Bostrom et qui dit, voilà, supposons que Archimède, dans l'Antiquité, ait fabriqué un robot avec une programmation morale. On serait bien embêté aujourd'hui d'avoir la moralité du temps d'Archimède. De la même manière, on peut tout à fait imaginer que pour les générations futures, il y a des choses dans notre moralité actuelle qui seront dépassées, qui trouveront inacceptables. Et donc, on ne veut pas leur léguer un robot qui serait éternellement figé dans la moralité actuelle. Le robot vertueux, puisqu'il est indirect, puisqu'il dit il faudrait faire ce que ferait une personne vertueuse,
permet tout à fait de dire, pour les générations futures, ce sera les personnes vertueuses des générations futures qui serviront de modèle, d'exemple. Donc, c'est à partir de ça qu'on pourra travailler. Oui, puis, ouais, être figé dans les élections américaines aussi, quoi. Il y a aussi cette idée, c'est qu'ils sont pris avec des règles de constitution de pas mal de temps, donc ils ont ces histoires de grands électeurs, et puis ça, ils sont un peu figés là-dedans. On peut voir un parallèle. En tout cas, l'approche par l'éthique de la vertu permet d'éviter ça. Un autre argument qui, je pense, est un argument fort du point de vue de l'acceptabilité sociale des robots, parce qu'évidemment, si on fait des bons robots super moraux, mais que les gens les rejettent, ça va être embêtant, c'est que le robot vertueux, il inspire sans doute davantage confiance qu'un robot déontologiste ou un robot utilitariste. Pourquoi? En gros, parce qu'il est constitué à partir de modèles de personnes vertueuses, et typiquement, les personnes vertueuses, on a confiance en elles. Et si, pour prendre un exemple, là encore un peu caricatural, mais qui montre bien les enjeux, si on pense à la question du mensonge. Donc, dans quel cas un robot conversationnel aurait le droit ou le devoir de mentir? Par exemple, à l'enfant qui demande est-ce que le Père Noël existe. Si on applique, par exemple, strictement le déontologisme et qu'on prend un robot qui serait kantien, pour un kantien, le mensonge est toujours mal. Donc, on peut penser que le robot vertueux dirait toujours la vérité et que l'enfant serait éventuellement triste et déçu de savoir que le Père Noël n'existe pas. Du côté du robot utilitariste, là, il pourrait ne pas dire la vérité sur la non-existence du Père Noël, parce que il a fait le calcul que pour quelques années encore, dans l'imaginaire de l'enfant, ça allait avoir plus d'effets positifs de croire au Père Noël que de ne pas y croire. Donc, le robot utilitariste, il peut tout à fait mentir s'il a de bonnes raisons de penser, entre guillemets, que c'est ça qui va maximiser le bien-être. Martin, on est déjà à 45 minutes. Je finis rapidement. Ouais. Parfait, merci. Le robot vertueux de son côté, il chercherait à incarner l'honnêteté, ce serait ça le concept pertinent. Et une personne honnête, on peut tout à fait concevoir qu'elle mente parfois à un enfant, mais avec de bonnes intentions, et que la plupart du temps, elles disent la vérité. Donc, mais je pense que les utilisateurs seraient davantage en confiance avec un robot honnête qu'avec un robot qui dit toujours la vérité ou qui dit la vérité simplement en fonction des conséquences attendues. Ce robot va offrir autre avantage, il permet une solution technique au défi de la perception morale. J'en reparlerai éventuellement pendant les questions. Et enfin, cette approche, elle accepte les petits pas. Il y a quelque chose avec l'éthique de la vertu où c'est tout à fait acceptable d'être un peu vertueux. Il y a quelque chose, ce qu'on appelle l'incrémentalisme, cette idée d'avancer par petits pas, qui a beaucoup plus d'affinité, l'approche par petits pas, beaucoup plus d'affinité avec l'éthique de la vertu qu'avec les deux autres, et du coup est sans doute plus attrayante pour les ingénieurs parce que si on fait des petits pas, on peut avancer. Et voilà, je conclurai là-dessus. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Donc, merci beaucoup. Comme je le disais, tu vas avoir la chance de revenir sur certains de ces éléments-là aussi. Là, je voulais passer aux commentaires là, de nos deux commentateurs. Donc, écoutez, le premier commentateur, je crois, pourrait aisément se passer de présentation. Là. Il s'agit de Yoshua Bengio, que je vais tout de même présenter, là, malgré ce que je viens de dire, qui est en fait professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal,
co-directeur là, du programme sur l'apprentissage automatique, l'apprentissage biologique de l'organisme CIFAR, évidemment le fondateur là, du directeur scientifique du MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Donc, Yoshua a reçu de nombreuses publications et citations là, dans le domaine de l'apprentissage automatique, là, notamment. Il a reçu aussi de nombreux prix et distinctions, là, mais notamment le prix Killiam là, et Alan Matheson Turin de l'ACM, l'Association for Computing Machinery, qui est un peu l'équivalent, là, des fois on fait la comparaison, mais du prix Nobel en informatique. Et peut-être, j'aimerais dire en terminant aussi que c'est quelqu'un qui a toujours été très, très impliqué là, dans différentes formes d'initiatives là, qui visent à s'attaquer aux implications sociales et éthiques de l'intelligence artificielle à toutes sortes de niveaux, notamment par la Déclaration de Montréal, mais il y en a d'autres. Donc, c'est quelque chose qui doit être souligné aussi. Donc, Yoshua, merci. Je te remercie vraiment beaucoup là, d'accepter de te prêter à l'exercice et de réagir donc, sur la présentation, le livre de Martin. Donc, je te donne la parole. Tu as environ 5 à 10 minutes. Et ensuite, on va passer à Nadia. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Dominique. Alors, merci, Martin, pour cette présentation et ton livre que je trouve excellent et qui rend un service à la communauté. Puis, sur le fond, je pense que ce que tu proposes a beaucoup de sens, tient la route et mes commentaires se veulent seulement des manières d'essayer d'aller un petit peu plus loin en réfléchissant à des enjeux que tu soulèves de ma perspective de chercheur en IA avec l'apprentissage profond et tout ça. D'abord, un petit commentaire de jargon. Là. Les informaticiens utilisent le mot algorithme de manière plus large que ce qui touche à l'intelligence artificielle. Donc, il y a peut-être une confusion, faire attention. Mais ce n'est pas très important. Comme tu sais, moi, je considère que l'approche utilitariste ou conséquentialiste est dans l'idéal la meilleure, hein, puisqu'elle vise ce qu'on veut vraiment et que les deux autres ne sont que des approximations. Bon, celle avec les règles, on est d'accord que c'est pas jouable, mais pour des raisons fondamentales, selon moi, qui sont reliées au fait que justement l'approche sur la vertu a plus de chances de fonctionner parce que le jugement moral ne se réduit pas à un petit nombre de règles verbalisables. Là. Donc, mais par contre, un cerveau humain de quelqu'un qui est sage et vertueux a peut-être plus de chances de capter quelque chose aussi complexe que ces enjeux moraux. Donc, on est d'accord là-dessus. Par contre, il y a un enjeu pratique et théorique aussi avec ce que tu proposes, qui est un des sujets qui touche à un sujet de réflexion, un sujet très à la mode dans la recherche aujourd'hui en intelligence artificielle, en apprentissage automatique. C'est le problème de la généralisation hors distribution. C'est-à-dire qu'on entraîne sur une certaine distribution, mettons par apprentissage supervisé, mais en réalité, quand on teste sur une distribution différente, les systèmes sont pas très bons. Okay? Puis c'est vrai pour GPT-3 aussi. Par contre, les êtres humains semblent pas mal meilleurs à ça. Ça fait partie des recherches qui allient d'ailleurs les sciences cognitives, les neurosciences et l'intelligence artificielle. Mais donc, par rapport à ce que tu proposes, c'est un peu embêtant parce que le raisonnement moral de l'être vertueux est, sur des cas précis, peut-être va permettre à la machine, en tout cas avec l'IA d'aujourd'hui, de bien faire dans des cas assez semblables. Mais si on l'amène dans une situation complètement différente, l'être humain vertueux, lui, il serait capable de raisonner, en fait, d'être un petit peu conséquentialiste, finalement, de se projeter dans le futur selon des séquences de causes et d'effets, d'une manière que notre système qui essaye simplement d'imiter nos êtres vertueux n'aurait pas nécessairement capté. Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que si on veut vraiment que ça fonctionne, ton idée, il faut mêler de l'utilitariste avec disons, l'imitation des êtres vertueux, parce que en fait, c'est ce que font les êtres humains aussi, d'une part, et puis
pour bien raisonner, pour bien répondre aux questions loin de nos données d'entraînement, il faut une certaine compréhension du monde. D'ailleurs, un être humain supposément qui aurait les bonnes vertus, mais qui n'a pas suffisamment d'expertise, comme tu le disais, ça ne marcherait pas non plus. Fait que cette expertise, en fait, c'est quoi? C'est la capacité à se projeter dans le futur parce qu'on comprend comment certains aspects du monde qui sont pertinents fonctionnent. Donc, je pense que pour faire un peu plus, pour raffiner un peu ce que tu proposes, je crois qu'il faudrait explorer des combinaisons où l'IA a aussi un modèle du monde. Parce que si elle avait un modèle du monde parfait, on pourrait juste aller directement avec l'utilitariste. Puis là, on peut utiliser un peu une stratégie comme ce qui est utilisé dans AlphaGo, c'est-à-dire on peut faire quelques pas de notre modèle du monde imparfait, c'est-à-dire on s'imagine seulement quelques étapes causales dans le futur. Puis à partir de là, on demande à notre être vertueux, notre approximation d'être vertueux, dans cette circonstance, comment tu jugerais la situation? D'accord? Donc, on peut imaginer avec des exemples de voitures, bien, si on va à gauche et qu'il se passe telle chose, comment on juge la situation? Si on va à droite, il se passe telle chose, comment on juge la situation? Versus simplement directement donner la réponse. Puis la manière où on imagine une séquence de causes et une chaîne de causes et d'effets, je pense, a plus de chances de fonctionner de manière plus robuste. Ça, c'était l'essentiel de mon commentaire. Il y a d'autres choses que j'aimerais, disons, aborder qui ne sont pas un commentaire en tant que tel, mais plus une réflexion reliée à l'enjeu qui me travaille beaucoup en ce moment. Toute la discussion sur l'alignement pour l'intelligence artificielle, dont ton livre est le sujet, m'amène à poser la question, oui, mais il n'y a pas que les robots dont on veut un alignement de leur comportement avec ce qui est bon pour l'humain et la société. Il y a aussi, à plus court terme et plus urgent en ce moment, les comportements des compagnies, des sociétés qui aujourd'hui maximisent leurs profits plutôt que faire des actions qui sont alignées avec le bien général. Et je pense que beaucoup de ce qui se réfléchit sur cet enjeu d'alignement de l'intelligence artificielle, ça peut nous aider aussi à comprendre des choses concernant qu'est-ce que l'État ou la société peut faire pour amener les entreprises à agir d'une manière qui soit plus morale. Je ne veux pas entrer nécessairement beaucoup dans le détail de cette réflexion, mais il y a un point qui est intéressant, c'est que, puis qui touche aussi à la discussion, parce que si je choisis parce qu'il touche à tes idées. D'une certaine manière, ce que fait le robot vertueux que tu proposes, c'est qu'il est amené par l'entraînement supervisé à quantifier un jugement moral, parce qu'il va donner des probabilités pour ce qu'on devrait choisir, etc. Et pour revenir à ma question sur comment on pourrait rendre les entreprises plus morales, une chose qui manque, je pense, dans notre société, c'est, enfin, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent quand même dans ce sens-là, mais qui est insuffisant, c'est de quantifier la valeur morale du comportement des entreprises. Donc, il y a les indicateurs des SDG, là, des buts de développement soutenable, je ne sais pas c'est quoi la traduction française, je suis désolé, qui sont des tentatives d'aller dans ce sens-là. Mais ce que je pense ce qui nous manque peut-être, c'est que ce genre de quantification rentre dans la manière dont les entreprises vont être taxées, par exemple, etc., pour les forcer à agir dans un sens moral. Puis, il y a un élément intéressant là-dedans qui est aussi relié à ma discussion de tantôt par rapport aux conséquentialistes et vertueux, c'est que pour bien faire ça, il faut essayer de prédire les conséquences futures. Mettons, si je pollue aujourd'hui, qu'est-ce que ça va faire dans
10 ans, les gens vont mourir, etc. Ce n'est pas nécessairement instantané le résultat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mécanismes dans notre société aujourd'hui qui font ça, prédire les conséquences futures des actions, par exemple, d'une entreprise, dans le but de prédire comme conséquence uniquement le profit. En fait, le prix d'une action sur les marchés, une action en bourse, cotée en bourse, c'est le consensus, non pas moral, là, mais le consensus de tous les acteurs sur le marché, de ce que ça va rapporter dans le futur, la manière d'agir d'une certaine entreprise. Donc, il y a peut-être des choses à faire pour réorienter les marchés de façon à ce qu'ils calculent pour nous, non pas le profit futur, mais la valeur morale pour la société de certains comportements. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, le prochain commentaire est de Nadia Serayoko. D'ailleurs, je m'excuse, Nadia, j'ai l'impression de massacrer ton nom de famille à chaque fois que je le prononce, donc tu me corrigeras si... Ça allait bien cette fois-là, Dominique. Cette fois-là, bon, OK, très bien. Tu me confirmes dans mes inquiétudes à ce moment-là. Et donc, Nadia, qui a quand même plusieurs chapeaux, tu es conférencière, auteure, analyste en communication, on pourrait dire aussi chercheur, évidemment, et artiste. Mais donc, tu as publié notamment là, dans le domaine de la communication là, sur les risques entourés à la communication d'informations météorologiques et climatiques. Tu as un livre sur les médias sociaux là, que tu as co-publié avec Michel Blanc. Tu es aussi doctorante, en fait, et chargée de cours à l'UQAM, là, en communication à l'École des médias, et journaliste aussi, évidemment. Là, il y a peut-être des gens ici qui te connaissent là, sous ce chapeau-là. Donc, écoute, bienvenue. Tu rajouteras ou enlèveras des éléments là, s'il y a des choses que j'ai pas bien prononcées. Oh mon Dieu, écoute, je pense que c'est surtout que je suis plutôt, ces temps-ci, surtout chargée de cours et doctorante parce que ça demande quand même beaucoup de temps, mais avec toujours comme le petit volet où il m'arrive encore de faire justement des conférences et quelques petites chroniques, ceux qui me connaissent dans ce rôle-là, la moteur de recherche et avant ça, la sphère. Sur les technologies, c'est comme ça d'ailleurs que je me suis trouvée à rencontrer Yoshua à quelques reprises dans notre travail respectif. J'aimerais commencer, en fait, moi, sur ce que Joshua avait relevé au départ et qui m'avait paru fort intéressant. D'abord, pour la perspective justement du fameux robot, parce qu'on faisait référence, l'espèce de robot idéal que Martin avait imaginé était un mélange, hein, si on veut, donc de décisions aléatoires au hasard, si on veut, et des meilleures solutions éthiques qu'on pouvait trouver chez des personnes vertueuses. Bon, dans notre chat, il y a quelqu'un qui questionnait à juste titre comment fait-on pour trouver qui est vertueux ou pas. Ça demanderait encore là un autre. Il faudrait peut-être un robot nourri avec des questions éthiques pour arriver à déterminer qui devrait être dans ce pool-là. Mais ce que je trouvais fort intéressant ici, c'est que sans le dire clairement, on se trouve à mettre ensemble finalement à contribution l'ordinateur et l'humain. Hein, c'est-à-dire qu'on a, dans ce que Joshua te parlait tout à l'heure, on a la question de l'AlphaGo qui prenait des décisions, et ça, on me corrigera si je me trompe, mais justement, réussissait à prévoir tellement de mouvements aléatoires, hein, que c'est comme ça finalement souvent que les spécialistes se trouvaient finalement à perdre devant AlphaGo. Et là, je me disais, ah d'accord, donc on prendrait tous ces exemples-là qui sont ceux des meilleures solutions, si on veut, éthiques, et là, hein, donc, par l'ordinateur, on pourrait les rendre aléatoires. Et là, la question, c'est est-ce qu'on ajoute à ça justement la question de l'apprentissage, etc.? Et là, on arrive avec une autre problématique. Ça, c'est ce qui m'a frappé. Et ensuite, quand vous parliez tout à l'heure, quand Joshua parlait justement de ce que l'humain est capable de faire versus ce que la machine peut faire, ce à quoi je reviens toujours, bon, bien sûr, il y a le jeu de l'imitation de Turing, mais il y a aussi l'idée de l'émotion qui est imitée souvent parce que quand on prend des décisions éthiques, qu'on est dans la morale, c'est rare qu'on n'a pas aussi une portion. Hein. Ce que l'humain, je pense, fait de différent, c'est les réactions qu'on a qui, des fois, vont être des réactions de soulèvement, d'emportement, qui vont nous amener à poser justement un jugement moral. Et moi, c'est drôle parce que sur mon projet de thèse, je travaille sur cette question-là aussi. J'ai changé de projet depuis qu'on s'est parlé, Martin, la dernière fois. Je suis en train de planifier un robot conversationnel. On s'en parlera. Donc, c'est un peu la question qu'on peut se poser, c'est à ce moment-là, quand on confie ces enjeux-là justement à un robot, on va avoir toujours une décision juste. Mais s'il n'y a pas comme le côté humain qui vient s'ajouter à ça, donc la collaboration,
est-ce qu'on arrive à la meilleure décision? Ça, c'est toujours la question moi, que je me pose par rapport à ça, parce que même présentement, et Yoshua le faisait ressortir, il y a énormément d'entreprises qui utilisent l'IA en ce moment pour leur prise de décision. C'est-à-dire, donc, qu'ils confient, par exemple, à des intelligences artificielles, aussi des associations d'algorithmes, etc., des décisions, par exemple, pour les dossiers de crédit, etc. On va pouvoir prendre des décisions très rapidement. Et souvent, au bout du compte, quand la décision est plus complexe, on a encore, finalement, une collaboration humaine et ordinateur, c'est-à-dire qu'au bout, l'humain regarde les décisions qu'on lui a soumises et il va faire le tri finalement dans ce qui apparaît à la machine comme les meilleures options possibles. Puis je pense que du côté du robot complètement, finalement, qui serait complètement autonome dans ça, j'ai encore un peu de difficulté à l'entrevoir. Puis je sentais dans ce que Yoshua nous apportait qu'on voyait aussi encore ce côté-là où on sentait que la portion, je dirais, plus émotive, si on veut, du dilemme qui nous pousse, j'allais quasiment cité Rabelais, qui nous pousse à faire toujours le bien, cet aiguillon-là, n'est pas encore, ne peut pas être imité encore tout à fait dans ça. Et quand on parle de ça, on n'a pas abordé ce que tu abordes très brièvement dans le livre, c'est-à-dire le modèle qu'on avait au départ, qui était celui justement d'Isaac Asimov, dans Cercle vicieux, où est-ce qu'on avait essayé de faire des règles qui étaient au début 3, qui sont devenues 4 en ajoutant une règle 0. D'ailleurs, ceux qui liront mon projet de thèse, mon avant-propos est noté 0, c'est pas ça mais moi en rapport avec ça. Et là, c'est là que la question survient, c'est que même si on met toutes ces règles-là, il y a toujours justement, quand on met la règle de protéger justement l'humain, on arrive avec le dilemme où est-ce qu'on est toujours, où est-ce qu'il y en a plus qu'un à protéger souvent dans chaque cas. Et là, je me dis, on a déjà plusieurs cas qui ne sont pas liés à des robots. Par exemple, je pense à Safia Noblé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Algorithms of Oppression, où est-ce que vraiment on s'aperçoit que les algorithmes prédictifs, déjà, quand on les utilise du côté criminel, puis tout ça, ont tendance, puis tu en parles un peu dans le livre, à reproduire au contraire les biais qu'on a déjà. Fait qu'on n'est pas encore sorti tout à fait de cette... je pense on a beau arriver avec l'espèce de mélange idéal d'aléatoire et d'éthique vertueuse, on a encore cette question-là où est-ce qu'il reste encore un bout qui n'est pas adressé et qui, moi, ma connaissance n'est pas, je dirais, énorme en termes justement d'application plus technique. Là. Je pense que c'est plus du côté de Yoshua, mais ce qu'on voit, c'est les limites aussi de ce qu'on est capable de faire présentement avec, justement, excusez-moi, je suis habituée d'enseigner, j'essaie de lire tout le temps le chat en même temps. Donc, les limites techniques qu'on va avoir par rapport à ça. Et quant à ton fameux robot, conversationnel avec GPT-3. J'ai testé GPT-2 récemment en rajoutant mes propres données personnelles dedans pour voir ce qu'il allait faire avec ça. Bon, évidemment, le modèle est en anglais, fait que ça donnait une syntaxe un peu étrange. Mais ce que j'ai trouvé fort intéressant dans ça pour l'idée du projet, c'est l'idée, et ça rejoint ce que Yoshua nous disait, c'est par exemple les valeurs qu'on a en entreprise, ou en tout cas qu'on aimerait avoir justement en gestion, si on veut, plus durable. Les valeurs morales en gestion vont être axées sur la transparence, sur l'authenticité, sur la validation, l'ouverture des données. Et là, je me disais, mon Dieu, si on faisait, et j'ouvre quelque chose, peut-être que Yoshua va vouloir, ou de nos amis vont vouloir rebondir là-dessus, ton robot, je me disais, pourquoi ça pourrait presque être un debater au sens très, très, très anglo-saxon de la chose, c'est-à-dire quelqu'un qui peut débattre d'une question éthique en proposant toutes les options aux gens pour qu'ils puissent à ce moment-là peut-être arriver à prendre des meilleures décisions. Et là, ça revient dans ce que Yoshua nous disait, c'est on fait déjà de la prise de décision d'affaires, mais souvent axée vers plus de profit. Quelle option ici sera la plus profitable et engagera le moins de ressources? Et là, si on pouvait arriver à avoir un robot qui, lui, nous propose en gestion de prendre en compte justement les aspects plus moraux de ces questions-là, puis les aspects de développement durable, d'éthique, d'écologie, je me dis, on aurait probablement un outil qui serait ludique, mais aussi fort utile, je pense, pour analyser même, analyser même l'actualité, analyser les décisions politiques, et avoir justement, c'est souvent ce qu'on peut voir avec
ne serait-ce que justement là, les processus décisionnels, comment on peut analyser les différents points où les décisions se prennent, puis où justement où ça accroche, etc. Fait que moi, c'est ce que je voyais jusqu'à maintenant dans tout ça. J'ai aussi bien aimé l'idée de la preuve de concept parce que notre petit modèle, notre modèle de produit viable, notre MVP pourrait être quelque part justement ton robot éthique avec GPT-3 qui nourrit peut-être de bases de données. Je me disais, j'imaginais genre sur la nature, un peu de Saint-Augustin, un peu de ci, un peu de ça, à travers la littérature, aller lui chercher peut-être des fois Rabelais pour le côté plus edgy, etc. Donc, on pourrait arriver avec quelque chose, je pense, qui pourrait devenir un modèle fort intéressant pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser une intelligence conversationnelle comme ça pour peut-être réapprendre à débattre même en société, à réapprendre à confronter des idées à la somme des idées sur ces questions-là. Bon, j'ai toujours des... Je pense que c'est mon côté artiste, Dominique, qui ressort quand je fais ça. J'avais oublié que j'avais des peintures en arrière, ça n'aide pas à m'éloigner de ce côté-là. Fait que je pense que c'est là que je voulais en arriver jusqu'à maintenant. Je passe la parole à qui voudra bien. Je ne sais pas si j'ai fait du temps ou pas. Je ne suis pas très bonne pour évaluer ça. Parfait, merci Nadia. Non, c'est parfait, tu es parfaitement dans les temps et je te rassure, il n'y a aucun problème avec ton côté artiste. Là, je pense que tu peux t'en excuser. C'est ça qui fait que je sors de la boîte. Écoute, Martin, je ne sais pas si tu voulais prendre quelques minutes pour réagir. Je te demanderais si c'est possible de ne pas prendre trop de temps parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de discussions sur le chat ici. Donc, j'aimerais ça, si on pouvait ouvrir là, les questions, les discussions à l'ensemble du groupe. Donc, mais vas-y, là, je te donne quelques minutes si tu veux revenir là, sur les points qui ont été soulevés. Donc, rapidement, Nadia, j'aime bien l'idée d'un robot conversationnel qui pourrait être un genre de conseiller éthique ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on en est vraiment loin. On a déjà arrivé à se faire ce qu'une voiture tourne du bon côté en cas d'accident inévitable. C'est bien compliqué. Pour l'aspect, c'est sûr que dans nos comportements, ils sont moraux, nos jugements moraux sont beaucoup déterminés par nos émotions. Mettons la colère devant l'injustice, la pitié, l'empathie devant la souffrance. Alors on a du mal à voir comment un robot pourrait éprouver de la colère ou de l'empathie, mais en fait, on n'a pas vraiment besoin qu'un robot éprouve de la colère ou de l'empathie. Et la solution par l'approche de l'éthique des vertus, elle permet d'une certaine façon de capter les émotions des humains. Parce que quand on les imite, on n'imite pas simplement leur système 2, ce qu'ils disent consciemment, mais on peut aussi chercher à imiter leurs émotions. Ce que je disais, on leur envoie des blagues un peu racistes, un peu sexistes, puis on voit comment les gens réagissent. Là, on a du système 1 qui entre en jeu. Et tu évoquais les enjeux de biais. On donne des vastes jeux de données à un système qui apprend à partir de ces données, puis il va apprendre, puis ça c'est embêtant parce que comme la société est raciste, sexiste, etc., ça se retrouve dans le système. D'une certaine façon, on pourrait résumer mon idée, l'idée des robots vertueux, en disant, ce qu'on veut, c'est entraîner des systèmes avec des biais gentils, avec non pas des biais racistes, mais des biais honnêtes, des biais... et pour ça, on va prendre un ensemble de départ où on sait qu'il y a plein de gens qui sont plus gentils, qui sont plus honnêtes que la moyenne. Donc, c'est un peu la stratégie. Par rapport à ce que disait Yoshua, et évidemment que le robot final va être un mixte. Ça ne sera probablement pas un robot uniquement vertueux. Évidemment que, de toute façon, de même qu'une personne vertueuse, comme je disais, a accès aux arguments utilitaristes, éventuellement, même probablement que le robot final sera un peu déontologue aussi, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'il respecte le droit. Et le droit, c'est des règles, et puis... donc même voilà, ça sera un mixte. Et ce que tu dis sur la généralisation, je ne l'ai pas formulé si bien que ça, mais oui, je vois que c'est le problème le plus gros qu'on affronte, qu'on doit affronter. Je serais curieux quand même de savoir en 2 mots, ce que tu penses de l'idée d'entraîner intuitivement, qu'est-ce que ça pourrait donner d'entraîner un GPT-3 avec des conversations de personnes super gentilles les unes avec les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... Si ça marche, c'est quand même
important. Là. C'est-à-dire qu'on arrive à faire passer du normatif dans une machine de façon automatique. Et puis oui, sur les enjeux des entreprises, etc., là, ça excelle le sujet du livre qui se focus sur l'éthique des algorithmes, mais évidemment que c'est important et évidemment qu'il y a c'est important, entre autres, parce que les entreprises utilisent l'intelligence artificielle dans des buts qui ne sont pas nécessairement moraux. Ouais. Mais ça, c'est de la philo. C'est de la philo politique. Oui, non, c'est pas ça. Oui, la philo politique, oui. Tant qu'on ne trouve pas une manière de les forcer à agir dans un sens plus moral, c'est pas seulement le robot qui est le problème, en fait. C'est l'utilisation de l'outil dans un but qui n'est pas nécessairement moral, même s'il respecte les lois, d'ailleurs. Oui, mais d'où l'intérêt de distinguer différents domaines, éthique des algorithmes, éthique de l'IA, éthique de la technique plus générale. Mais sur GPT-3 et puis sur GPT-3, le problème, c'est que GPT-3 ne comprend rien à ce qu'il raconte. Ouais. Donc, tant que tu restes dans des séquences de mots qui ressemblent à des séquences de mots, enfin de concepts, disons, peut-être pas toujours la forme précise des mots, il est assez robuste à ça. Donc, tu peux paraphraser, il va comprendre quand même. Mais de comprendre, mettons justement les relations de cause à effet sous-jacentes qui sont importantes pour porter un jugement moral, on n'y est pas du tout. En fait, c'est très aveugle comme système. C'est juste qu'il est entraîné sur tellement de données et c'est un tellement gros modèle qu'il a quasiment mémorisé toutes les choses qu'on a déjà écrites et il va répéter des choses semblables. Alors, ça peut avoir l'air impressionnant parce qu'il a comme une espèce de culture générale énorme, mais sans comprendre rien du tout. Mais est-ce que ça, donc il est complètement aveugle, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il en ressortirait quelque chose qui aurait quand même… Dans des situations, oui, c'est-à-dire que dans des… Si on compare… C'est relié à ma remarque sur la généralisation hors distribution, c'est que dans les situations qui ressemblent à des situations qui sont exprimées dans ces textes qu'on utiliserait pour l'entraîner, ça fonctionnerait bien. Ouais. Merci. Est-ce que tu avais terminé, Martin? Oui. OK, parfait. Bien, OK, à ce moment-là, donc la discussion a déjà un peu commencé. J'ouvrirai la discussion à l'ensemble des participants pour offrir la possibilité à tout le monde de poser des questions. Là, j'en ai déjà vu pas mal de commentaires passer dans le chat déjà. Donc, ayons cette discussion-là, tout le monde ensemble. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir ou qui ont des questions pour Martin. Je peux peut-être, moi, me lancer une question tout de suite là, pour lancer le bal. Tiens, il y a Christine. Donc, on va commencer avec toi, Christine Tapolet. OK, je m'active. Voilà. Active-toi. Oui, je m'active. Mais voilà, la vidéo est partie. Merci, Martin, et merci aussi pour les commentaires très intéressants. J'avais une suggestion qui peut-être pourrait mettre Martin, Yoshua et d'autres d'accord, et qui consiste à faire une distinction entre une théorie de ce que c'est qu'une action juste, celle qu'on doit poser, et une théorie de ce qu'on doit faire pour prendre des décisions. Et j'ai l'impression que ce que tu proposes, Martin, c'est plutôt une théorie de ce qu'un robot devrait faire pour prendre des décisions qu'une théorie de ce que c'est que l'action juste. Exactement. Donc, ce que tu dis, dans le fond, est entièrement compatible avec… moi aussi, comme Yoshua, j'ai des sympathies pour le conséquentialisme. Je pense que ce qu'on devrait… L'action juste, c'est l'action qui a les meilleures conséquences, qui promeut les bonnes choses comme la connaissance, le plaisir, le bien-être et des choses comme ça. Ce que tu dis est entièrement compatible avec ça parce que le robot va imiter des agents vertueux qui pourraient être justement vertueux simplement du fait qu'ils promeuvent les bonnes choses. Donc voilà, c'est une proposition pour vous mettre tous d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est ça qui rend l'éthique de la vertu séduisante, c'est qu'elle est plus… elle peut se présenter, en tout cas la définition de l'action correcte, c'est plus une définition de la procédure de décision. Et procédure de décision, c'est pas exactement la même chose que action correcte. Et c'est pour ça qu'elle peut jouer ce rôle de consensus normatif, à mon avis, mais pas en tant que théorie
de l'action correcte, plus en tant que théorie de la bonne prise de décision. Et, ouais. Par ailleurs, si je peux rajouter, quand l'éthique de la vertu se met dans une posture de théorie normative où vraiment elle nous dit il n'y a rien de plus à dire sur la bonne action que c'est celle qu'aurait fait, que vous auriez faite si vous aviez été vertueux, quelque chose de ce genre, elle est hopeless, cette théorie, parce que en général, ce qu'on veut dire, c'est que l'action vertueuse, c'est celle qui a des bonnes conséquences ou c'est celle qui… On veut la qualifier autrement. C'est une objection classique à ce genre d'approche en éthique de la vertu. Donc, je pense qu'il y a des raisons d'aller du côté peut-être d'une théorie kantienne ou d'un mix kantien conséquentialiste. Là, il y a toutes sortes de possibilités. Mais en tant que théorie normative, c'est pas très bon l'éthique de la vertu. En tant que théorie de la prise de décision, c'est pas si mal. Voilà, j'espère que je n'ai pas fâché les éthiciens de la vertu parmi nous. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce groupe-là est nombreux là, parmi les participants de la réunion, mais je te rassure, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiéterait non plus. Très bien, merci. Christiane, là, on aurait une question aussi de Samuel Genet. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, bonjour. Merci pour la conférence, tous les participants, c'était super intéressant. Moi, ma question, en fait, je pense une question qui revenait souvent dans le chat aussi, c'est que quand vous parlez de vertu, en fait, il me semble que la vertu, il y a une grosse composante culturelle qui est associée et que à travers les différentes cultures, ben, il peut y avoir des points de vue très différents concernant la vertu d'une part, donc j'aimerais vous entendre peut-être un petit peu là-dessus. Ouais. Puis aussi par rapport à… Moi, ce qui m'a accroché là, dans votre présentation, c'était lorsque vous disiez que pour déterminer, par exemple, quelles personnes pourraient être les personnes vertueuses, disons, là, vous parliez peut-être d'un espèce de consensus commun, je ne me rappelle pas exactement du terme que vous avez utilisé, là, je m'en excuse. Mais ça m'apparaît quand même plutôt problématique parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez en tête exactement? Est-ce que vous avez en tête quelque chose qui ressemblerait à une espèce de système ou presque électoral? Ou à ce moment-là, j'aurais envie de vous dire, ben, il semblerait qu'il y a 50% des Américains qui trouvent que Donald Trump est très vertueux là, en ce moment. Donc, je trouve ça un peu problématique, c'est-à-dire que… Ouais. OK, oui, c'est une vraie question. Je suis pas sûr que 50% des Américains trouvent Donald Trump vertueux. Je pense ils le voient bien que c'est clairement pas un modèle de vertu, mais ils veulent que ce soit lui leur certain, moi. En tout cas, être un chef, être une personne vertueuse, c'est quand même deux choses différentes. Ma solution pour identifier les personnes vertueuses, je disais, c'est faire appel à l'intelligence collective. C'est faute de mieux. C'est parce que je vois pas d'autre façon. Il en existe peut-être. On pourrait imaginer faire des tests, mais le problème, si on fait passer à tout le monde des tests, c'est que quand on construit le test, c'est qu'on a déjà une idée assez précise de c'est quoi une personne vertueuse. Et du coup, il y a un côté un peu circulaire qui peut être embêtant. Alors que moi, mon idée, c'est que c'est sûr qu'il y a un côté où on fait confiance aux gens en leur disant c'est pas exactement la même chose qu'un vote, parce que je vote pour que quelqu'un me représente. Là, je vote pas pour une personne vertueuse. J'essaye d'identifier autour de moi des personnes qui sont, mettons, plus vertueuses que moi. Et probablement que chaque personne est capable de penser à 2-3 personnes qu'il connaît qu'il estime plus vertueuses que lui. Et à partir de ça, puis là, je ne sais pas comment ça se fait exactement, c'est ça. Arriver à un pool, un ensemble de personnes vertueuses, en sachant qu'il y aura sans doute c'est pas hyper fiable. Il y aura des personnes non vertueuses qui se sont glissées, mais l'effet de nombre pourrait être suffisant pour gommer ces trucs-là. Pour ce qui est de l'autre difficulté que vous avez mentionnée, qui est la répartition géographique, par exemple,
Effectivement, on a de bonnes raisons de penser que les personnes vertueuses chinoises n'auront pas les mêmes réponses que les personnes vertueuses canadiennes. Là, il y a plusieurs options. On peut restreindre, c'est-à-dire qu'on peut dire la voiture, si on pense dans une voiture, là, quand elle est en territoire canadien, elle fonctionne selon les datas des personnes vertueuses canadiennes. Et puis, si elle se retrouve en Chine, elle va utiliser les datas des personnes vertueuses chinoises. Après, il y a aussi sans doute des consensus quand même. Il y a des choses où toutes les personnes vertueuses de partout vont considérer probablement que la discrimination, c'est pas bien, que l'injustice, c'est pas bien, que faire du tort à quelqu'un sans nécessité, c'est mal, ce genre de choses. Mais c'est sûr qu'il y a un défi énorme de concilier les différentes perceptions de ce qui est moralement acceptable et de ce qui l'est pas. Mais d'une certaine façon, ce défi peut être un petit peu mis de côté pour se concentrer sur un autre défi qui est c'est quoi la bonne procédure de décision. C'est sur ça le modèle avec la voiture, là où il y a un certain nombre de tirages au sort, c'est une façon d'essayer de combiner cette diversité des points de vue moraux à mettre dans un algorithme. La question générale est toujours la même, c'est comment est-ce qu'on passe de théories morales, de règles morales, de principes moraux à un algorithme hyper précis. Et quand il y a des principes qui sont en conflit, comment est-ce qu'on opère la sélection? Donc là, je suggère une solution, mais très, très modestement, très humblement, là, c'est une piste, disons. OK, parfait. Merci, Martin. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes là, qui veulent intervenir également. Je vois qu'il y en a qui lèvent la main. Si possible, écrivez votre nom dans la fenêtre de clavardage parce que c'est plus simple là, pour moi de suivre. Là, surtout que là, il y a comme une discussion et des questions en même temps. Mais donc là, la prochaine personne que j'avais dans cette fenêtre était Yoshua. Donc, vas-y, Yoshua. Oui, je vais revenir sur ce que disait Christine et Martin. Il y a une chose dont on n'a pas discuté qui me semble importante et qui est au cœur du travail, par exemple, de Stuart Russell, c'est la question de l'incertitude sur le futur ou sur les conséquences des actions. Et ça, c'est important. Si on se concentre uniquement sur la valeur de l'action, c'est-à-dire quelle action est l'action juste, on fait comme s'il y avait une action juste dont on pouvait être sûr. Mais en réalité, il y a nécessairement des incertitudes sur les conséquences de l'action dans le futur. Et ce que propose Stuart Russell, c'est de tenir compte de ça. Donc, par exemple, si l'IA n'est pas capable de prévoir assez justement comment un être humain réagirait positivement ou négativement à certaines circonstances, bien, il va s'abstenir d'aller dans la direction qui amènerait cette incertitude-là. Donc, il y a comme une action de « je fais rien » si ça m'amènerait, même si en moyenne, on peut espérer qu'avec notre connaissance, que ce soit une bonne action. Il faut aussi tenir compte le fait du manque de connaissances qu'on peut avoir, que le robot peut avoir, tout simplement parce que le monde est aléatoire ou parce qu'on n'a pas assez de connaissances dans le choix, dans la manière de réfléchir à ce qu'on devrait faire. Ouais, on peut dire il faut qu'il ait aussi de l'humilité épistémique. Ouais, voilà, si tu veux, oui, exactement. Fasse attention. Après, il y a plein de situations, malheureusement, où il faut choisir. Tourner à droite ou à gauche, j'ai beau être... Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, ça peut être utile aussi pour gérer la question du fait que différents êtres humains différents êtres vertueux vont réagir différemment. Le fait qu'il y ait cet écart devrait nous amener à plus de prudence dans l'action. Si je peux me permettre juste une remarque, en général, on va parler d'utilité attendue, de valeur expected utilities,
pour évaluer pas l'action qui est à faire, mais en tout cas le caractère correct ou non de la décision. Et je pense que c'est très utile, effectivement. Heureusement qu'à long terme, les incertitudes se compensent et ça nous permet quand même de prendre quelques décisions, même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Non, je pense que l'incertitude... Dans des millénaires. L'incertitude devrait nous faire pencher plus d'un côté que de l'autre. Si je prends l'exemple du climat, mais le fait que, OK, on peut regarder la trajectoire la plus probable, mais on sait aussi que nos modèles laissent beaucoup d'incertitudes du côté de ce qui pourrait être terrible en particulier. Et ça devrait nous amener à une prudence plus grande que si on tient compte seulement de ce qui arriverait de manière la plus probable. Surtout quand les risques sont énormes, effectivement. Exactement. Bien d'accord, bien d'accord. Je précise, chez Russell, l'idée, c'est que le système part un peu de la prémisse qu'il ne connaît pas l'utilité attendue des êtres humains, puis qu'il doit systématiquement essayer de la découvrir pour s'assurer qu'il n'y a pas comme un désenlignement majeur, là, puis des scénarios du type de la nouvelle de Isaac Asimov, là, ou du type l'ordinateur qui transforme la Terre en usine de trombone. Il y a cette idée-là là, qui, je pense que c'est là-dessus que Yoshua voulait insister. Oui, puis ça paraît une bonne idée, là, quand même. Là, j'aurais la prochaine personne qui voulait intervenir, en fait, ce serait, si je n'ai pas perdu le fil, là, ce serait Rania Aoun. Bonjour tout le monde, est-ce que Bonjour. vous m'entendez bien? Oui. Merci à toutes les personnes, donc merci à vous, Monsieur Gilbert, et à toutes les personnes qui ont commenté, toutes les personnes qui ont organisé. C'est un débat très, très important, puis ça nous permet de cogiter collectivement aussi. Ce que vous avez proposé, donc ça renvoie à une perspective ou de nouvelles pistes de réflexion, là où il y a beaucoup de potentiel, mais il y a des bémols également, et je pense que c'est l'objectif derrière ce débat. Je pense que je vais rebondir un peu sur ce que M. Samuel et Mme Louise ont déjà soulevé concernant la relativité d'un profil vertueux et le fait que certainement il y a plusieurs paramètres à considérer. Donc théoriquement, votre réflexion, votre logique, j'ai bien suivi votre logique et ça me semble cohérente, mais techniquement, en fait, en termes de concrétisation, comment pensez-vous vraiment procéder? Et comme on l'a soulevé, donc il y a plusieurs paramètres qui agissent sur la perception d'une virtuosité ou d'une personne virtueuse. Outre la culture, il y a le paramètre générationnel. Il y a même au sein d'une même culture, la perception peut être divergente, c'est-à-dire on peut appartenir à une même culture, mais si on est de générations différentes, certainement notre perception peut différer également. Pour faire un peu un lien avec ce que M. Bengio donc, a soulevé concernant, mettons, les conséquences, par exemple, écologiques. Mettons, nos parents, donc, comme ils ne voyaient pas les conséquences, c'est-à-dire ce ne sont pas des conséquences immédiates, ça va venir là avec le temps, fait que leur comportement vis-à-vis donc ou leur perception de l'écologie ou les comportements en lien avec l'écologie sont différents de nos comportements, les comportements des millénaux. Donc encore une fois, donc la perception elle n'est pas uniforme, disons. Donc comment pensez-vous vraiment donc concrétiser ce profil qui sera plus hétéroclite qu'uniforme? Merci. Oui. Alors, effectivement, il y a des différences dans la perception de la vertu et puis dans la perception de la vertu selon les groupes. Je pense une première chose qu'il faudrait chercher à voir, c'est que nos représentants, nos modèles de vertu viennent de tout l'espace social, là, vraiment faire un effort pour que ça touche autant les hommes que les femmes, selon les régions, les classes sociales, etc. La façon dont je ne sais pas ce que ça donnerait. Peut-être que si on demandait
supposons qu'on demande intelligence collective, OK, donnez-moi des personnes vertueuses et puis qu'on fait la sélection, là, mettons le 1% des personnes les plus vertueuses, puis on se retrouve avec 70% de femmes. Est-ce qu'il faudrait corriger ça pour donner plus de place aux hommes? C'est pas clair. Peut-être qu'on pourrait accepter que généralement, les gens perçoivent les femmes comme plus vertueuses. Mais ceci dit, il y aurait sans doute aussi des biais qui s'introduiraient à la deuxième étape en particulier. Je disais, mettons, on demande aux gens est-ce qu'il faut sacrifier l'enfant ou le vieillard. Et puis je disais, il faudrait aussi demander aux gens leur niveau de confiance en leurs réponses pour avoir des résultats encore plus fins. Là, supposons on se rend compte que les femmes, en général, mettent un niveau de confiance plus bas sur leurs réponses que les hommes. Là, pour le coup, je pense que ça vaudrait la peine de corriger, de s'assurer qu'on normalise, on ait le même niveau de confiance pour tout le monde, justement parce que probablement que c'est simplement le résultat d'un biais culturel où les femmes en général ont moins confiance en elles que les hommes. Donc si on voulait avoir des résultats les plus propres possibles, ça vaudrait probablement la peine de corriger. Mais après, voilà, je donne deux exemples mais j'ai bien conscience que c'est un problème plus général. Mais voilà, si on fait par petits pas solution incrémentaliste, là, voilà, en prenant on s'occupe d'une question précise et puis là, on essaye de voir ce que ça donne vraiment. Peut-être qu'on pourrait quand même avancer raisonnablement. Ouais, Dominique, là, on ne t'entend pas. Excusez-moi. Merci beaucoup, Martin. Dis-je, nous aurions ensuite une question de Erez Hadji. Bonjour, merci beaucoup à vous tous pour les conférences et les commentaires. C'était magnifique, ça contribue beaucoup au sujet. Je voudrais demander quelque chose qui s'occupe un peu mes idées en ce moment-là. C'est l'idée de vertu et la vérité. Par exemple, il y a parfois, si les deux sont en conflit, par exemple, on considère un comportement vertueux, mais qui ne représente pas la vérité. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui sera la décision? C'est la première question. Et la deuxième, c'est par rapport à quelle philosophie? Parce que quand on considère l'utilitarisme, c'est une perception, ça nous donne une perception du monde avec la philosophie de l'utilitarisme. Mais si on pose les mêmes questions en suivant une autre philosophie, une autre idée, on va arriver aux résultats différents. Donc, pourquoi l'utilitarisme? Et si c'est l'utilitarisme, pourquoi ça on préfère? En fait, par rapport à l'utilitarisme, on va arriver à quel résultat et pourquoi? Ok, donc ouais, ce que vous posez là, c'est typiquement des questions qu'on appelle métaéthiques, qui est un peu de niveau 2. C'est sûr que la difficulté de base, c'est ça. Si on demande juste aux philosophes, il y en a à peu près un tiers qui sont, en fait, un petit peu plus qui sont déontologues, utilitaristes, puis en 3, les éthiciens de la vertu. Puis là, effectivement, on peut se demander, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les déontologues parce qu'ils sont les plus nombreux? L'avantage, ça revient aussi au commentaire de Christine, c'est que l'avantage de l'approche par l'éthique de la vertu pour les robots, c'est qu'on peut un peu mettre ça de côté en disant simplement, on va prendre un ensemble de personnes modèles, d'exemples, de bonnes personnes, et voilà, d'une certaine façon, on leur délègue à elles les choix de c'est quoi les bonnes actions dans diverses situations. Ensuite, votre question sur la vérité et la vertu, je suis pas sûr de voir exactement à quoi ça réfère, parce que pour moi, on a vraiment affaire à deux ordres très, très différents. La vérité, c'est le job des sciences. C'est essayer de comprendre, d'avoir une représentation du réel la plus véridique possible. Vérité, vous pouvez concevoir comme un peu la
la common sense d'aujourd'hui qui existe, la manière vraie, mais ce qu'on considère vertueux, ça peut être différent de ce qu'on considère le vrai d'aujourd'hui, la vérité, et que l'on considère avec en concluant à un common sense, sens commun. Ok, alors, ouais, mais, ouais, on parlerait probablement pas, faudrait peut-être pas parler de vérité, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des jugements moraux de personnes vertueuses, et peut-être à raison, qui sont fortement en opposition avec ce que pense la majorité des gens. Mettons, voilà, peut-être les personnes vertueuses seraient contre la cruauté animale et donc refuseraient de manger des animaux, alors que la norme sociale générale, c'est que c'est complètement acceptable et accepté de consommer des animaux. Bon, ça, c'est une tension qui permet d'expliquer le progrès moral aussi, d'une certaine manière. C'est qu'il y a toujours un petit nombre de personnes qui vont peut-être avoir une sensibilité morale plus affûtées, qui vont voir des contradictions là où les autres n'en voient pas et qui éventuellement petit à petit vont faire changer la société. Donc la société n'est pas uniforme et surtout même ça se transforme dans le temps. On n'a pas les mêmes intuitions morales, les mêmes croyances morales que dans l'Antiquité grecque. Mais encore une fois, là, en disant le robot vertueux, il fait simplement essayer d'imiter ce que ferait une personne vertueuse, on peut penser que voilà, il rend compte de cette évolution parce que les personnes vertueuses évoluent elles aussi, probablement. Les personnes vertueuses du temps d'Aristote avaient sans doute des intuitions différentes des personnes vertueuses aujourd'hui et le robot vertueux arrive à en tenir compte. OK. Merci beaucoup, Martin. Écoute, je me permets d'intervenir à ce point-ci. Peut-être, là, moi aussi, il y avait des questions que j'aurais aimé te poser. Je pense qu'il y en a deux. Il y en a deux, en fait. La première, c'est à propos là, de cet enjeu-là de choisir les individus vertueux. Je vais peut-être commencer en disant tout de suite que moi aussi, je pense que c'est quand même un problème qu'on peut, parce qu'on accroche beaucoup là-dessus, là, souvent, là, j'ai remarqué moi aussi, mais c'est quand même un problème qu'on peut se permettre de laisser de côté dans une certaine mesure ou dans la mesure où, tu sais, quand on fait, comme tu le sais très bien, là, quand on fait de la philosophie, on ne peut pas parler de tout en même temps, là. Parfois, il faut mettre certains problèmes de côté pour se consacrer sur d'autres. Donc, moi, j'étais assez à l'aise avec ça. Si tu dis que ça, c'est un problème qu'on va un peu mettre de côté pour se concentrer sur d'autres éléments dans l'approche. Ceci étant dit, si on ne le met pas de côté et on l'explore, cette question-là, vraiment, il y a toutes sortes d'enjeux qui émergent, notamment sur le fait qu'on peut avoir différents individus peuvent avoir différentes positions sur ce qui est un individu vertueux. Ça peut devenir assez difficile là, de choisir c'est qui. L'exemple de Donald Trump est sorti tout à l'heure, qui est peut-être un exemple extrême. Mais sinon, on peut tout à fait imaginer comment différents groupes en société vont voir de la vertu chez différents individus, ou même le fait qu'un individu peut être vertueux dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres. Il y a, comme tu connais assez bien, là, il y a la fameuse critique situationniste là, de Appia là, qui montre que les traits de caractère des individus peuvent changer dans une circonstance à l'autre. Donc, si tu veux me dire, on met le problème de côté pour le moment, je suis à l'aise avec ça, mais si tu as envie de l'explorer, je serais quand même curieux d'en savoir un peu plus. Le deuxième question, commentaire, j'ai beaucoup aimé là, dans ta présentation quand tu as dit c'est une approche qui, comment tu avais dit ça, qui accepte les petits pas. Ça me semble vraiment, vraiment important, OK? Parce que, évidemment, là, ce que tu dis là, ultimement, là, c'est tellement spéculatif, en fait, que c'est vraiment difficile de savoir ça va ressembler à quoi, là, une intelligence artificielle qui a un niveau similaire à un être humain. Là, comment on va rendre ce système-là moral ou non aligné avec la moralité humaine. Là, c'est tellement spéculatif à ce stade-ci du développement de la technologie que c'est quand même difficile là, de répondre à la question. Mais si l'approche, elle nous permet d'avancer par petits pas, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça mérite d'être creusé davantage. Et donc, si on y va par petits pas, il me semble qu'un problème qui va émerger, c'est celui de déterminer quel est le bon signal là, qu'on va utiliser, là, soit pour apprendre un système à devenir moral ou pour décoder dans une certaine circonstance, c'est quoi le bon comportement. Là. Je vais donner un exemple. Donc, si on était vraiment au point où on avait
une intelligence artificielle là, qui ressemble beaucoup à un être humain, qui a aussi de la vision, qui a de l'odorat, la perception des sons. Bon, ben là, on pourrait essayer de créer ce système-là pour qu'il essaie d'identifier les agents vertueux et qu'il essaie de se comporter dans les mêmes circonstances, là, parce que l'existence de ce système-là présuppose qu'on peut commencer à avoir quelque chose comme des représentations des autres individus ou ce genre de choses-là. Mais entre-temps, comment on fait? OK? Donc là, tu as donné l'exemple du chatbot et du fameux modèle là, GPT-3. Le problème avec ça, c'est que même si on utilisait cette espèce d'autocomplete-là, là, puis on lui posait une genre de question morale, puis on analysait la réponse, il faudrait quand même encore entraîner un modèle qui utiliserait ce signal-là, là, qui est une réponse écrite, pour prendre une décision morale ou non. Un autre signal qu'on pourrait utiliser, c'est comment les individus réagissent. Est-ce qu'ils expriment de l'approbation ou plutôt de la désapprobation face à un comportement? Un autre signal, ça pourrait être le ton de la voix. Un autre signal, ça pourrait être vraiment une analyse du langage naturel. Donc, il y a toutes sortes de signaux qu'on pourrait utiliser là, pour déterminer est-ce que ça, c'est un comportement d'un individu vertueux ou non. À cette étape-ci où du développement de la technologie, on est rendu. Là. Je ne sais pas si ma question est claire. Là. Je vais peut-être la résumer en disant, c'est ça, quel type d'information on peut utiliser étant donné l'état actuel de l'évolution de la technologie. Là. Ouais, ça correspond un peu aux questions de mon étape 2, là, les données moralement pertinentes, parce que c'est à partir de ça qu'on va identifier un signal. Et comme je disais, le plus simple, c'est de demander directement aux personnes vertueuses, là, OK, est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou ça? Mais on peut sans doute aller plus loin et essayer d'attraper des... Tu parlais du ton de la voix. Ouais, peut-être qu'il y aurait des choses à chercher de ce côté-là. Et mettons, on enregistre 24 heures sur 24 notre 1% de personnes vertueuses et puis on se rend compte que leur voix tremble un peu dans des situations où elles sentent que où elles hésitent à répondre à des questions et probablement on pourrait en déduire que si elles hésitent à répondre à des questions, c'est peut-être parce qu'il y a un enjeu moral. Ça me fait penser, j'en profite pour évoquer ce truc de perception morale. Parce qu'il y a deux... Souvent en éthique, on va se concentrer sur OK, on est face à un dilemme, est-ce qu'il faut choisir l'option A ou B? Puis dans les voitures autonomes, là, c'est vraiment comme ça que je l'ai présenté. Mais en fait, il y a un problème qui est antérieur à ça, qui est comment on fait pour identifier qu'il y a un dilemme. Et donc ça, c'est une question de perception morale, c'est-à-dire identifier dans une situation ce qui est moralement pertinent, puis éventuellement ce qui fait qu'il faut prendre une décision où un enfant pose une question, est-ce que le Père Noël existe? Comment est-ce que le système fait pour identifier que c'est un peu délicat et qu'il ne faut peut-être pas répondre à n'importe quoi? C'est la question que tu soulèves. Sur quoi on s'appuie pour identifier ça? Et là, je pense que tout est ouvert. Donc, ça peut aller du son de la voix aux émotions. Là, peut-être une personne vertueuse qui devient un peu, qui sent de la colère face à une intuition. On pourrait face à devant une situation, on pourrait imaginer qu'on arrive à capter l'épiderme là, les mains qui deviennent plus moites ou des affaires comme ça qui nous renseigneraient sur comment une personne vertueuse réagit et agit dans des situations moralement délicates et ce qui pourrait aider à donner à faire que des robots aient un certain niveau de perception morale. Et puis sur la première partie de ta question sur les obstacles à l'étape 1, finalement, là, qui est d'identifier les personnes, identifier des personnes vertueuses. C'est sûr que le présupposé, c'est que la vertu existe. Donc, quelqu'un qui croit fortement au situationnisme moral va juste pas considérer cette option comme pertinente, mais il va pas considérer l'éthique de la vertu non plus comme une théorie morale pertinente.
En revanche, il est possible d'accommoder certaines critiques du situationnisme moral en disant effectivement dire quelqu'un qui est honnête. Si on dit quelqu'un qui est honnête, ça ne veut pas dire qu'il va répondre de façon honnête systématiquement dans toutes les situations. Mais peut-être qu'on peut être plus fin puis identifier, voilà, dans ce type de situation, un tel ou une telle est honnête, mais il l'est pas ou elle l'est pas dans tel autre type de situation. Donc, on peut peut-être essayer d'affiner et peut-être d'ailleurs que la vertu d'honnêteté est pas ce qui correspond le plus précisément à la réalité, que ça serait quelque chose d'un peu différent. Donc, il y a beaucoup d'exploration à faire sur les réactions psychologiques des personnes. C'est de la psychologie morale, en fait. Il faut développer la psychologie morale pour mieux comprendre comment les personnes vertueuses interagissent et réfléchissent. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a le temps peut-être pour une dernière question. Là, je sais que Nadia, tu avais écrit ton nom dans le chat, donc je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou poser une question. Ben, en fait, ça continue un peu dans le sens de ce que. C'est drôle parce que tu as posé un peu ma question, Dominique, mais là, tout d'un coup, m'est venue une autre idée par rapport à ce que Martin disait, c'est quand on parle de psychologie, justement, morale, les gens qui s'opposent à l'idée que les robots puissent arriver à ce niveau-là, si on veut, de morale, ce sont des gens qui sont souvent en psychologie. Je pense comme des gens comme Sherry Turkle, puis tout ça, qui au MIT, qui s'intéressent à ces questions-là, vont dire que l'émotion dont on parle, qui souvent suit la réaction morale ou la précède, va justement toujours être une réaction feinte, peu importe comment est-ce qu'on la retraduit chez le robot. Puis d'où justement le fait que ce ne sera jamais la chose. Fait que là, comment est-ce qu'on arrive à concevoir que c'est la même chose? Puis là, quand Martin disait quels sont les signaux finalement qu'on est, le type de signal qu'on peut identifier comme étant une personne qui fait état de vertu. Moi, c'est toujours aussi la question que je me pose. Je me dis, comment après ça, puis tu l'as abordé, Martin, comment est-ce qu'on capte ça? Comment est-ce qu'on capte l'essence de ce que c'est être une personne vertueuse? Parce qu'on a beau mettre des capteurs pour dire aux intelligences artificielles qu'on entraînera, quand le cœur bat plus vite et que tel signe arrive, donc on aura tel type de réaction. C'est très difficile pour moi à concevoir comment est-ce qu'on va nourrir cette base de données-là pour arriver à ça. On se pose comme un problème, puis on voit, la solution est là, puis ensuite, c'est genre, comment est-ce qu'on le fait? Ça, c'est l'autre affaire qui m'apparaît toujours comme un peu plus là où est-ce qu'on rentre dans le côté pratique, mais quand même, il y a cette question-là parce que à cette idée-là se jouxte l'idée d'arriver à accomplir cette vision-là aussi. Fait que c'est un peu ça que je me demandais. Puis cette idée-là d'imitation, est-ce que ça arrive vraiment à finalement équivaloir à ce qu'on pourrait imaginer comme étant justement le mix qu'on parlait au départ d'aléatoire et de jugement vertueux? C'est un peu ça ma question de conclusion finalement. Oui, c'est un peu toujours la même question qui revient formulée oui. de différentes manières. Puis je vois pourquoi, là. C'est parce que c'est effectivement un des points difficiles de l'argument. Mettons que si on ouais, c'est sûr qu'on peut imaginer des scénarios de science-fiction où il y a tout un tas de capteurs, mais si on reste sur un robot conversationnel, là, on peut avoir accès à l'ensemble des conversations, des communications de personnes vertueuses. Il suffit de mettre un micro et puis de regarder leur email et leur texto, quoi. Et là, on aurait une base de données potentiellement exploitable. OK. Ben écoute, je pense on va conclure là-dessus. Donc, merci Martin, merci Yoshua, merci Nadia, merci à tous pour votre participation.